Chers amis d'Omerta, merci d'être aussi nombreux à suivre ce grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'Omerta a besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à l'application mobile où vous retrouverez tous nos reportages exclusifs en version longue et procurez-vous l'excellent dernier numéro du magazine Omerta, La France contre Macron, avec un reportage exclusif sur le groupe Wagner en Ukraine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Randa Kassis, qui est une femme politique franco-syrienne, présidente de la plateforme Astana, qui regroupe l'opposition à Bachar el-Assad. Ma première question est une question d'actualité chaude. Elle concerne le conflit israélo-palestinien. Croyez-vous, comme on le dit en ce moment, comme le disent les officiels israéliens, à l'anéantissement du Hamas? Bonjour et merci pour cette invitation. À vrai dire, oui, je ne crois pas trop à l'anéantissement de Hamas pour plusieurs choses. D'ailleurs, on a vécu ça plusieurs fois même avec l'État islamique, mais il y a une différence entre l'État islamique et Hamas. Hamas est considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays occidentaux, mais ce n'est pas le cas par plusieurs pays arabes. Euh, Hamas représente la résistance pour eux. Pour cette raison, je ne crois pas vraiment que les pays arabes vont s'aventurer pour lutter contre Hamas. D'ailleurs, les dirigeants qui se trouvent au Qatar, il y a beaucoup qui se trouvent maintenant au Qatar. Alors, comment on peut anéantir une organisation sans couper les têtes? Il faut d'abord couper les têtes et après anéantir un mouvement pareil. Le mouvement, il est fait de 20-30 000 combattants à peu près, voire plus. Ils sont avec les civils, c'est-à-dire même en, en bombardant le nord de Gaza, il y a beaucoup de combattants qui partent avec les civils aussi au sud. Alors, ils sont quand même cachés avec les civils dans des camps. Alors, moi, je crois qu'ils vont attendre, ils vont voir comment ça va rouler, certains parmi eux, et après, ils vont réattaquer à nouveau. C'est L'anéantissement de Hamas est très dur, surtout qu'avec une réaction très violente de la part d'Israël, qui bombarde intensivement les habitants, les civils, les enfants, et on voit ça de plus en plus, il y a des familles qui ont été tuées. Alors, le problème, c'est que comment on peut anéantir une idéologie? Comment on peut anéantir des jeunes enfants qui vont grandir et qui seront peut-être pires que Hamas. Alors non, Hamas, comme idée, comme idéologie, non, on ne va pas l'anéantir. Peut-être elle sera plus faible, mais aussi on a vu ça plusieurs fois, qu'au bout de 4-5 ans, ils pourront, avec l'argent, avec le soutien de plusieurs pays, ils vont quand même reprendre leurs forces et recommencer à nouveau. Voilà, c'est pour cette raison, je ne crois pas que l'anéantissement total de Hamas sera fait. On voit que la rue arabe est extrêmement mobilisée pour le soutien aux Palestiniens, y compris parfois contre la position des dirigeants politiques, par exemple la Jordanie. Est-ce que vous croyez au risque d'un embrasement régional? Bien sûr, il y a un risque. Mais il faut aussi dire que les leaders ou les présidents ou le roi, par exemple, de Jordanie, sa femme est une Palestinienne d'origine palestinienne, et qui soutient cette cause, même s'ils ont signé la paix, bien sûr, avec Israël. Mais on a vu aussi qu'ils ont appelé leur ambassadeur d'Israël et viré l'ambassadeur israélien de la Jordanie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas aller contre leur population. La population est jeune, la population croit dans la cause palestinienne, les médias arabes diffusent 24 sur 24 des scènes atroces, des listes des familles qui ont été tuées. D'ailleurs, il n'y a pas que les médias arabes. Moi, je regarde par exemple BBC, et en anglais, et je vois qu'ils diffusent, ils invitent les Palestiniens comme ils invitent les Israéliens.
sont très mesurés, mais ils ne peuvent pas ne pas parler de toutes ces victimes, de nombreuses victimes. Alors parfois, il y a des doutes sur le chiffre. Moi, à vrai dire, regardons juste euh, les bombardements intensifs. Je crois que les chiffres sont raisonnables. Je veux dire, il n'y a pas une exagération sur les chiffres. Après, il faut voir, il faut le dire aussi, que Hamas, elle a gagné le premier pari, c'est-à-dire bloquer les accords d'Abraham avec l'Arabie saoudite. Ça ne sera pas pour demain, ce qui est sûr que ça ne sera pas pour demain. Même si MBS voudra bien, mais il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas signer un accord avec les Israéliens, surtout après ces bombardements. Et alors, ça, c'est le premier pari qu'elle a gagné. L'Iran, c'est le plus grand gagnant aussi dans l'histoire. Parce qu'on ne sait pas, l'Iran. On sait très bien qu'ils ont assemblé leurs bombes nucléaires. Mais après, on ne sait pas s'ils vont profiter de ce conflit pour annoncer une bombe nucléaire. Et là, ce sera la surprise. Alors oui, l'Iran, il est le plus gagnant. Après, comment ça va se passer? Je crois que ça va durer. Et je ne crois pas que ça sera très facile pour l'armée israélienne. Et il ne faut pas aussi oublier quelque chose, que Israël n'a rien fait pour continuer le processus de paix et continuer les deux États, en fait, le processus de deux États, un État palestinien et un État israélien. Il n'a rien fait. Ce gouvernement, surtout de Netanyahou, a tout fait, même ils ont aidé Hamas. Ça, il faut le dire. Au début de Hamas, ils ont été aidés par les Israéliens parce qu'ils préféraient Hamas qu'à Abbas, ou c'était Arafat. C'était ça, c'est OLP pour eux, c'était l'ennemi principal, pas Hamas. Alors c'était une bonne chose pour eux, et Hamas aussi a profité de ça, parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois, qu'on avait deux ennemis, on collabore avec le deuxième ennemi contre le premier ennemi, et après, on va régler nos comptes juste après. Alors, pour moi, ça va être très compliqué, ça va durer pas mal de temps. Surtout que ce conflit revient à nouveau dans l'actualité. C'est un vieux conflit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un très vieux conflit, mais tout le monde a oublié. À vrai dire, même les Arabes ont oublié. Les pays arabes ont oublié la Palestine. C'était tout le monde, en fait, tout le monde voulait tout simplement voulait arrêter faire la paix avec Israël. Il y a beaucoup qui voulaient faire normaliser avec Israël, mais sans faire quoi que ce soit pour les Palestiniens. Alors maintenant, ça va être encore dur. Moi, je crois à un jour, oui, un jour, s'il y aura un leader comme Rabin, d'ailleurs, c'est très regrettable ce qui est arrivé à Rabin. Et oui, je crois que Netanyahou, d'ailleurs, il aura des problèmes. Et il sera, pour moi, il est à moitié mort politiquement en Israël. Et un jour ou l'autre, ils seront obligés, c'est dans l'obligation, c'est pour la sécurité d'Israël. Ils ne peuvent pas continuer le processus de paix avec les Palestiniens d'abord, et puis avec les Arabes. Pour vous, l'histoire ne sera plus jamais comme avant. On a atteint c'est une Oui, nouvelle je page crois, oui. qui s'ouvre dans la région, vraiment de tension, où l'opposition à Israël devient vraiment régionale et radicale La région est très fragile. Elle est très fragile. Alors, on est loin de croire que les pays, ou même, par exemple, je vais parler de la Syrie, ce qui s'est passé en Syrie, il y a certains qui croient que Bachar al-Assad a gagné. Non, il n'a pas gagné. Il est loin d'être vainqueur. Regardez le Liban aussi, la crise économique, crise politique au Liban. Alors oui, tout est fragile. Et ces populations sont très jeunes, comme j'ai dit, ils sont jeunes, mais ils n'ont pas oublié aussi la cause palestinienne. Alors c'est ça, il faut penser à ces générations et ça peut s'exploser à n'importe quel moment. Pour l'instant, on a parlé du Hamas, mais le Hezbollah reste sur la réserve. Le discours de Nasrallah est assez prudent. Quelle est aujourd'hui la puissance du Hezbollah dans la région ? Vous savez que Hezbollah a ses combattants en Syrie aussi. Il combat avec le régime syrien. Il a retiré dernièrement, il y a quelques jours, il a retiré à peu près 1200 combattants de la Syrie.
Euh, Personnellement, je crois que, et je suis presque sûre que Hezbollah, surtout Hassan Nasrallah, n'a pas envie d'ouvrir un deuxième front avec Israël. Même s'il est poussé par l'Iran, il est poussé aussi par un bon nombre de sa base qui veut faire la guerre avec Israël et qui trouve que c'est l'occasion, c'est-à-dire c'est une opportunité aujourd'hui de faire la guerre avec Israël parce que Israël, comment il va gérer deux fronts? Le front du Nord avec Hezbollah, avec le Liban et Gaza. Ça va être très dur pour Israël ensuite d'envoyer des forces pour combattre les Libanais et garder des forces à l'intérieur de Gaza. Alors, est-ce qu'ils sont capables? Moi, je crois qu'ils ne sont pas capables. L'armée israélienne n'est pas capable d'avoir de front. Pour cette raison, on voit les États-Unis qui essayent de calmer les choses parce que aussi un embrasement dans la région ne va que renforcer l'Iran, encore une fois, et c'est ce qui n'est pas du tout bon pour les États-Unis. Alors oui, il y a un risque d'embrasement, mais je doute fort que Hassan Nasrallah souhaiterait vraiment ouvrir un front avec Israël. Mais il faut voir comment, c'est-à-dire les événements, le déroulement des événements, qu'est-ce qui va se passer, l'intensité de bombardement aussi. Tout ça, il faut être prudent, il faut surveiller, il faut observer et attendre. Dans le conflit israélo-palestinien, la Syrie reste, il faut le dire, assez silencieuse. Bachar el-Assad est très discret sur ce qui se passe en ce moment. Oui. Comment vous l'expliquez? Bachar, il était toujours silencieux, même quand il était frappé par les Israéliens. Il ne disait rien. C'est-à-dire, ça, c'était... c'est très clair que Bachar el-Assad n'a pas envie aussi d'ouvrir un front avec Israël. D'ailleurs, la situation en Syrie est fragile. Il est fragile en Syrie. Il faut toujours rappeler à tout le monde que Bachar el-Assad ne contrôle pas la totalité du territoire syrien. Ça, c'est une chose. Il y a une partition de fait. Les Kurdes, PYD, Jolani, qui était un ancien de Al-Qaïda, et il gouverne Idlib, et l'opposition qui est pro-turque, qui gouverne une petite partie à côté de Jolani. Les habitants, alors aussi, nous sommes, selon les derniers sondages, il y a 26 millions de Syriens, 8 millions qui sont à l'étranger, 4 qui sont en Turquie, 1 qui sont au Liban, 1,2 million qui sont en Jordanie, 1 million et quelques qui sont en Europe, après 400 000, à peu près 400 000, 500 000 qui sont en Égypte, et après quelques centaines de milliers en Irak ou dans d'autres pays dans le monde. Alors, il y a déjà 8 millions qui sont à l'étranger, il y a 7 millions qui sont dans les régions des Kurdes, Jolani et opposition. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il contrôle, Assad? Il contrôle presque entre 9 et 10 millions maximum, c'est-à-dire c'est moins que la moitié de la population syrienne. Le pays est vide. Je communique avec beaucoup de personnes en Syrie. La situation économique est catastrophique. Plus de 85% de la population est sous le seuil de pauvreté, ce qui est énorme. Alors, oui, pour moi, il ne contrôle pas. En plus de ça, il y a des manifestations. Là, ça fait 2 mois, il y a des manifestations dans la zone druze qui demandent la chute de Bachar et le départ de Bachar. Alors, et il y a aussi, il y a des alaouites, et ça, c'est pour la première fois qu'on a eu ça. Ça fait quelques mois, il y a beaucoup d'activistes alaouites qui demandent, qui insultent Bachar, son épouse et la famille Assad, toute la famille Assad. Alors oui, je ne vois pas si on voit très bien ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire dans sa zone à lui, il est loin d'être vainqueur.
Eh ben, si il ne pourra pas, puisqu'il est fragile, la situation est fragile, il ne pourrait pas aussi dire quoi que ce soit. Il ne veut pas aussi ouvrir un front. Parce qu'à vrai dire, le maillon faible, c'est qui? C'est la Syrie, ce n'est pas le Liban. C'est Assad, ce n'est pas Hezbollah. Les Israéliens peuvent frapper facilement Assad. Et la Syrie avec. C'est pour cette raison, alors rien qui est étonnant, pour cette raison, il restera silencieux. C'est de son intérêt, de toute façon, de rester silencieux. Alors pour revenir sur la guerre civile syrienne, c'était il y a un peu plus de 10 ans, comment avec du recul, puisque vous avez participé en tant qu'opposante à Bachar el-Assad, leader de l'opposition à Bachar el-Assad, comment est-ce que vous analysez avec un peu de recul ce qui s'est passé en Syrie? Est-ce que c'était vraiment un mouvement spontané d'une partie du peuple syrien? Ou est-ce que, comme on l'a dit, on l'a beaucoup dit, ce qui s'est passé en Syrie, c'est un peu un effet domino et une volonté des Américains de changer les régimes dans un certain nombre de pays arabes, en Libye notamment, en Égypte, en Tunisie. Est-ce que la Syrie participe aussi d'un mouvement outre-Atlantique de changement de régime? À vrai dire, les deux. C'était un mouvement spontané. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont participé à ces manifestations, qui protestaient et qui voulaient le départ petit à petit. C'était leur demande en fait. Ils demandaient le départ de Bachar el-Assad. D'abord, ça a commencé avec les réformes. Je me rappelle très bien, les premiers 15 jours, ils demandaient des réformes, surtout que Assad a promis plusieurs fois de réformer le pays. Il n'a rien fait. Et comme j'ai dit, cette population, les populations arabes, est très jeune. Oui, ils demandent, il y a une crise économique, c'était le cas. La crise économique, il y avait déjà une crise économique, bien sûr, ce n'est pas comme maintenant, mais il y avait une vraie crise économique. Il y avait un taux de chômage, un taux de chômage qui était très élevé. Oui, alors c'était un mouvement spontané, les gens qui sont sortis pour demander des réformes. Après, ils ont commencé à demander aussi le départ d'Assad. Et en même temps, ça a été bien sûr, qui a profité de ça? Certainement, il y a certains pays, oui, les États-Unis a profité de ce mouvement pour changer Bachar el-Assad, surtout après l'assassinat de Rafiq al-Hariri en 2005. Il n'y avait pas que les États-Unis d'ailleurs, il y avait l'Arabie saoudite qui voulait aussi le changement de Bachar. Alors oui, bien sûr, il y avait les deux, mais un n'annule pas l'autre. C'est pour ça, il faut pas. On est toujours dans le ou noir ou blanc, mais non. Il y avait les deux. Ça profite aux autres, mais ça ne veut pas dire que c'était pas spontané. Alors dans cette guerre civile syrienne, il y avait une composante qui était l'opposition laïque, et puis s'est engouffré dans la brèche aussi l'État islamique qui était déjà présent en Irak, structuré, organisé, armé, équipé, financé, et qui s'est engouffré dans la brèche au point de finalement se retrouver en tête-à-tête, si je puis dire, avec Bachar el-Assad. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se sont déroulées les choses pour l'opposition laïque, comment finalement les choses ont évolué pour finir en une opposition radicale entre le régime et les djihadistes? Vous savez, moi, au départ, en 2011, on avait fondé la coalition laïque de l'opposition syrienne. Et on avait quelques sièges, dont j'étais la présidente, et on avait quelques sièges dans le Conseil national syrien. Le problème, après, petit à petit, et avec bien sûr l'arrivée des islamistes, en 2012, on était déjà en 2012, mai 2012, personne ne voulait entendre, même quand j'ai alerté plusieurs fois à la télé, j'ai alerté sur la montée des islamistes en Syrie, personne ne voulait me croire. Et même j'étais accusée, et malheureusement aussi par l'État français, que j'étais plutôt pro-Bachar. Le problème, on tombe toujours dans le piège. On voit que deux choses. Parler des islamistes, parler de plusieurs choses, et surtout en tant que laïque, je ne pouvais pas accepter la montée des islamistes. Surtout que le Conseil national il y avait une vraie influence des frères musulmans. Il n'y a pas que
l'État islamique. Il n'y avait pas que Al-Qaïda qui sont arrivés après, mais il y avait les frères musulmans aussi, il y avait d'autres islamistes qui sont arrivés en Syrie. Et je ne pouvais pas fermer les yeux. Il y avait certains qui ont fermé les yeux, mais moi j'étais incapable de fermer les yeux, surtout que je voulais un vrai changement. Je ne pourrais pas accepter un pays ou continuer avec un État, déjà on s'est révolté contre un régime dictatorial, c'est pas pour avoir un régime religieux qui est aussi totalitaire. Alors, c'était tout à fait normal d'alerter, malheureusement, les pays, y compris bien sûr l'État, le gouvernement français. À l'époque, ils ne voulaient pas croire et ils ont tout fait pour nous écarter. Alors, j'étais écartée du Conseil national, ils écartés de toutes les réunions politiques avec les Français. L'Allemagne a rejoint la France aussi. Ils n'ont pas voulu voir l'opposition et je n'étais pas la seule, à vrai dire, parce qu'il y avait 2-3 opposants, des figures aussi de l'opposition laïque qui ont été écartés. Il y a un qui est parti en Suisse, tellement on était dérangés dans nos démarches. Alors, oui, malheureusement, on était écartés par là. On continuait, moi personnellement, avec le mouvement de la société pluraliste que j'ai fondé après. J'ai continué à rencontrer les Américains qui étaient toujours prêts à nous voir, à nous écouter. C'est pas bien sûr pour peser sur plusieurs forces laïques ou pas laïques. Non, non, ils soutenaient toujours l'autre coalition, la coalition qui a été fondée par l'américain, le français et l'anglais. C'était Ford, Chevalier et je crois que c'était... j'ai oublié le nom de l'anglais. Bref, il voulait reconnaître que cette opposition, qu'une seule opposition et ne pas reconnaître les autres. D'où c'était très difficile pour nous, mais ce n'était pas pour cela qu'on voulait Bachar aussi, parce qu'on se voyait tous, on était capables de prendre ce rôle politique en Syrie et de jouer un vrai rôle politique en Syrie. Laurent Fabius, je crois que c'est en 2015, déclare Al-Nosra fait du bon boulot. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que l'État français a privilégié les islamistes à l'opposition laïque ? Ah, c'était clair. C'était clair. Moi, je me rappelle très bien, même Chevalier qui me l'a dit. Il m'a dit, Miranda, vous êtes radicale, une laïque radicale. Je lui ai dit, ah oui. Pourquoi aussi les laïcs, il y a des radicaux laïcs et des... Oui, oui, mais vous ne voulez pas discuter avec les islamistes. Mais bien sûr, je ne vais pas discuter avec les islamistes. Mais ça ne veut pas dire que je n'accepte pas des musulmans, non, pas du tout. Mais c'est des islamistes, c'est ça, c'était le mot. Il n'y a pas des islamistes modérés et des islamistes radicaux. Il y a des musulmans et il y a des islamistes. Il y a une différence entre les deux. Et malheureusement, on fait toujours l'amalgame entre les deux. Les musulmans ne sont pas, et heureusement, ne sont pas tous. Et il y a très peu d'eux qui sont islamistes. Mais les islamistes, oui, c'est un risque et c'est un danger je crois, pour n'importe quelle force laïque. Et même, c'est un danger pour les minorités en Syrie. Il faut dire qu'en Syrie, c'est pas un pays qu'un État religieux pourrait quand même contrôler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des minorités. On a les chrétiens, il y a une minorité chrétienne, minorité druze, minorité ismaélienne, alaouite, qui font quand même, avec les Kurdes, qui font aussi entre 10 et 13%, tous ensemble, et les Kurdes sont de nature, ils sont laïques. Alors, toutes ces minorités ethniques et religieuses faisaient quand même 35% en Syrie. C'était faux ce qu'il disait. Il disait que les minorités faisaient que 10%. Pas du tout. Il y avait tout ce mélange des minorités ethniques et religieuses et qui étaient tous laïques par une simple raison, c'était la raison de survie. C'était leur survie à eux. C'est pour cette raison qu'ils étaient laïques. Alors oui, on était écartés malheureusement.
Même d'ailleurs, les Kurdes, c'était que dernièrement. Je veux dire, Hollande a rencontré bien sûr le PYD, mais après des années, personne ne voulait parler avec les Kurdes. Les Américains ne voulaient pas parler avec les Kurdes au départ aussi. Je me rappelle très bien. Alors, c'est qu'après, ils se sont imposés. Ils ont créé leur auto-administration en 2013. Toutes ces minorités étaient laïques, ou pro-laïques, on va dire. Malheureusement, beaucoup de pays occidentaux voulaient juste voir l'opposition sunnite religieuse et même des laïcs qui collaborent avec cette opposition-là. En 2015, je me rappelle très bien quand Fabius a parlé de Al-Nosra, qui était une branche de Al-Qaïda, et disait qu'ils font de vrais boulots, de bons boulots d'ailleurs en Syrie. Mais comment on peut accepter quelqu'un, un islamiste comme Al-Qaïda, Jolani, qui a quand même combattu en tant que membre de Al-Qaïda et même État islamique, je crois, parce que quand il est arrivé en Syrie, il a fait allégeance à l'État islamique. C'était après qu'il y a eu des problèmes avec l'État islamique. Comment on pouvait accepter quelqu'un comme lui, comme figure déjà, comment on pouvait accepter qu'une figure pareille contrôlera la Syrie? C'était inacceptable. Oui, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Les Français, malheureusement, ont fait. Il n'y a pas que les Français. Il y a aussi les Allemands, il y a les Anglais, les Américains aussi, comme d'habitude, ont fait beaucoup d'erreurs en Syrie. Et malheureusement, ils répètent toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire ils ne peuvent pas voir. On apprend. Normalement, quand on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Eux, ils n'apprennent jamais. Ce qui est incroyable, c'est que le soutien à l'opposition contre Bachar el-Assad, officiellement, c'était avec un objectif d'installation de la démocratie en Syrie, de liberté pour le peuple, etc. Mais en venir à soutenir un mouvement comme Al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, c'est soutenir une autre forme de dictature religieuse. C'est totalement aberrant. Mais tout à fait, c'était ça. C'est-à-dire ils voulaient juste le changement de Assad, c'est tout. C'est ça ce qui les intéressait. Ils voulaient le changement d'Assad pour mettre quelqu'un d'autre. Et à vrai dire, il ne sera pas leur allié, parce que dans le futur, même si, supposons qu'un islamiste a gouverné, ou il a réussi à gouverner la Syrie, à être président en Syrie, il n'allait pas forcément être l'allié de l'Occident. Mais c'est ça ce que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. Ils croient qu'ils peuvent toujours tenir la personne. Non, ils peuvent se tenir cette personne, il sera leur allié, mais pour un certain temps, pas pour longtemps. Ce qui s'est passé avec Hamas, d'ailleurs, on revient sur Hamas et Israël, c'est ça ce qui s'est passé. Ils étaient soutenus par la droite israélienne. Mais vite, ils sont devenus, après, ils commençaient à targeter, à cibler des civils israéliens en Israël, à l'intérieur d'Israël. Malheureusement, c'est toujours comme ça. À l'époque, l'opposition que vous représentiez croyait au soutien occidental. Vous y croyez sincèrement, naïvement peut-être, parce que finalement, les choses ont évolué en un tête-à-tête entre Bachar, le régime, et les islamistes. Est-ce que vous avez vraiment cru que vous pouviez, je dirais, peser et influer sur le cours des choses ? Oui, mais pas grâce aux pays occidentaux. Pour cette raison, d'ailleurs, je me suis rapprochée de la Russie, surtout après l'intervention. Avant, j'ai commencé à voir et rencontrer des officiels russes, pour la Syrie, bien sûr, pour faire ou travailler ou collaborer avec eux afin d'avoir une solution politique. Oui, bien sûr, je croyais. Mais il faut toujours croire. Je crois toujours. Sinon, ça ne sert à rien de rester dans le dossier. Si on ne croit pas, on ne croit plus. On quitte.
tout simplement. Mais je crois toujours, et je crois toujours à la chute de Bachar el-Assad. Je crois toujours que Bachar est une carte grillée, et les Russes vont comprendre ça bientôt, très bientôt d'ailleurs. Ils comprendront. Alors, les Russes, c'était idéal parce que c'était l'allié de régime, d'avoir des rencontres avec eux, de savoir comment on peut, bien sûr, on peut avoir une solution progressive en Syrie. Progressive, ça veut dire quoi? Je croyais, à vrai dire, je ne croyais pas trop à la démocratie directement, qu'on pouvait instaurer une démocratie en Syrie. Ça, je ne l'ai jamais cru. Parce qu'une démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut l'instaurer. C'est une mentalité, c'est une éducation, c'est un travail, c'est un long chemin à faire. Après, je croyais à une liberté, je croyais au droit, à un état de droit, un état où l'individu pourrait être libre. Après, la démocratie, il faut, comme j'ai dit, la démocratie, c'est un long chemin. Oui, je croyais à ce changement progressif en Syrie. Peut-être, comme vous le dites, naïvement, mais à vrai dire, je reste convaincue que la Syrie est un terrain propice pour avoir un état de droit. La Russie a-t-elle sauvé la Syrie? Elle a sauvé Bachar el-Assad, oui. Sauver la Syrie, je ne sais pas, mais sauver par contre de l'État islamique. Moi, je me rappelle très bien en 2014, c'était Palmyre qui est tombé, c'était 2014 ou 2015. Parfois, les années passent. Bref, Palmyre était tombé dans les mains de l'État islamique. J'étais très irritée. J'ai appelé les Américains. Et je me rappelle, leur réponse était oui, mais on ne peut rien faire. De toute façon, c'est contre Bachar el-Assad. Alors, non. Les deux sont nos ennemis, mais on ne va rien faire. J'ai appelé les Russes. Et ils ont dit, et ils ont promis de faire tout leur possible pour libérer Palmyre. Et c'est vrai, ça a été libéré après quelques temps. Bon, avec quand même des destructions, mais c'était... Parce que c'était un héritage quand même. Cet héritage historique était très important pour nous, les Syriens. On a besoin de cet héritage pour construire quelque chose dans le futur en Syrie. On a besoin de cet héritage, le patrimoine syrien, pour se rappeler de notre histoire, de l'histoire de la Syrie antique. Et je crois à cette Syrie antique, et pour cette raison, je crois que nous pourrons faire dans l'avenir quelque chose pour cette Syrie. Oui, et la Russie, oui, a sauvé, c'est vrai, a sauvé Palmyre, mais a sauvé aussi Bachar el-Assad. Quelle est aujourd'hui la situation en Syrie? Est-ce que les groupes djihadistes, où en sont-ils? Quel est l'état de leurs forces? Peuvent-ils se reconstituer? Est-ce qu'il existe encore une menace à venir islamiste? Certainement, surtout avec l'embrasement, ou plutôt avec le conflit israélo-palestinien. Moi, je crois que l'État islamique pourrait... surtout qu'il y a toujours des poches de l'État islamique en Syrie. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des poches. Ils sont toujours présents. Ils sont affaiblis, mais présents. Alors oui, avec ce conflit, il y a un fort risque que l'État islamique se réorganise à nouveau et de gagner plus d'ampleur et de force. Malheureusement, oui, ça c'est un risque. Il faut, comme j'ai dit, il faut juste suivre, observer et suivre, voir ce qu'on peut faire après, parce que ça c'est un vrai risque. Après, si on parle de Jolani, c'est une autre chose. Jolani est en train de se changer lui-même. Il n'est plus le djihadiste combattant comme avant. Il est toujours, bien sûr, un islamiste, mais il a mis un pantalon à la place de sa tenue religieuse. Il a taillé sa barbe. Récemment, il a autorisé aux femmes d'aller dans des cafés fumer de narguilé avec les hommes. Alors, il fait quelques petits pas, on va dire. Il est attaqué par d'autres islamistes, d'ailleurs, qui disent qu'il a vendu la cause
euh, la cause. Oui, ce qu'il veut, lui, il a envie de garder son territoire, Jolani. Après, est-ce que, avec le temps, est-ce que cette personne ne sera pas capable de d'avoir de progrès, même ou de se changer, ou de changer sa mentalité, c'est très fort possible. Il devient un politique. Il n'est plus le combattant, il est maintenant le politique. Mais bon, bref, après, ça reste à, comme j'ai dit, à voir les choses plus clairement. Mais le risque qui va arriver dans le futur, c'est le risque de l'État islamique, le risque de la montée d'autres groupes islamistes. Ça, il y aura, oui, il y a un risque. D'ailleurs, on parle toujours de Hamas. Avec un conflit pareil et avec des bombardements pareils, on pourra avoir un autre groupe, même si un jour, supposons qu'il y a un anéantissement de Hamas, il y aura un autre groupe plus radical aussi que Hamas. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire c'est pas le mot, c'est pas ce mouvement, il y aura un autre mouvement, et plus radical aussi. Oui, il y a toujours un risque, malheureusement. La Syrie est un ancien protectorat français. On parlait de la position de Laurent Fabius et du soutien à Al-Nosra contre Bachar el-Assad. Est-ce que, avec les deux mandatures d'Emmanuel Macron, la France a repris pied un peu en Syrie ou est-ce qu'elle est toujours sortie du jeu ? La France est sortie du jeu, complètement. Et complètement. Il n'y a pas de rôle français. D'ailleurs, comment je vois les choses, pas qu'en Syrie, même au Liban. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'initiative. Il n'y a rien. Il n'y a même pas, même sur le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas une initiative de paix. Bon, même si c'est très tôt de parler de paix. Mais il n'y a pas une initiative. Mais il faut préparer pour après. Personne ne prépare. On dirait qu'ils sont perdus. Mais c'est un manque de volonté ou c'est une incompréhension de ce qui est en train de se jouer et de comment les choses fonctionnent sur place ? La France, malheureusement, est en train de perdre les pays petit à petit. Il n'y a pas que le Moyen-Orient, il y a aussi les pays africains. C'est après, pour quelles raisons? Est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes qui comprennent? Moi, je crois si. Mais après, est-ce qu'il y a certains qui vont les écouter? C'est ça aussi. Ce n'est pas forcément que les gens ne comprennent pas ces régions. Le problème, c'est qu'après, ils ne sont pas suivis. Oui, je croyais un jour, je croyais à un rôle français, mais je vois très bien que la France, elle est écartée de plusieurs dossiers. Et il faut compter sur d'autres acteurs. Il y a des acteurs régionaux maintenant. Par exemple ? MBS pourrait jouer un rôle. Je crois, surtout, il y a cette volonté de sa part. Il veut s'affirmer. Alors, il y a une volonté de sa part de jouer un rôle. Pour cette raison, on a vu dernièrement une tentative de normalisation avec le régime d'Assad qui était vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que Bachar al-Assad ne voulait pas et ne peut pas aussi. C'est-à-dire il n'y a pas que la volonté, s'il y a le pouvoir. Il ne pouvait rien faire contre le réseau de trafic de drogue, de Captagon. C'est au contraire. Ça a été même ça a été augmenté, c'est-à-dire l'exportation de Captagon était encore beaucoup plus vers ces pays, l'Arabie Saoudite et la Jordanie, qu'avant la tentative de la normalisation. Et après, d'où, pour cette raison, ça a été stoppé, presque mort. Cette normalisation, elle est presque morte. Et Bachar al-Assad, comme j'ai dit, il y a un réseau maintenant de sa famille d'ailleurs, la famille al-Assad, de son frère,
qui sont impliqués dans ce commerce et qui travaillent avec une partie de la mafia italienne. D'ailleurs, ils exportent même en Europe. Ils arrivent maintenant en Europe, petit à petit, mais personne ne parle. Personne n'est conscient de ce danger, de ce risque. La Syrie est devenue un narco-state, narco-État. Et ça ne va pas terminer parce que c'est le seul, de toute façon, ils n'ont pas de budget, ils n'ont rien, c'est le seul moyen pour gagner de l'argent. Oui, alors ça va être encore de pire en pire. Et pour lutter contre ça, ça va prendre des années, des longues années. Et je ne crois pas vraiment qu'on pourrait lutter définitivement avec ce réseau. Parce qu'il y a maintenant de réseaux partout. C'est-à-dire il n'y a pas que les Syriens, il y a bien sûr Hezbollah qui est dans ce réseau, dans ce commerce de trafic, dans ce trafic de drogue. Il y a les Iraniens aussi, qui profitent de trafic de drogue. Après, il y a des petits réseaux, en Arabie Saoudite aussi, quelques princes qui profitent, certains en Turquie. Il y a même de l'opposition syrienne, en fait, pas l'opposition qui est à l'étranger, je ne parle pas de l'opposition politique, je parle des combattants qui sont en Syrie même, aussi, qui font un peu de trafic. Alors, c'est tout le monde qui fait ce trafic. Il y a une autre conséquence de la guerre en Syrie, c'est la vague migratoire qui a déferlé sur l'Europe, vague migratoire sans précédent. Comment est-ce que vous l'analysez et est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que, en restructurant l'État syrien, est-ce que c'est quelque chose qui peut être jugulé, arrêté ? Elle est de moins en moins maintenant, dans tous les cas, parce qu'il y a plus de difficultés d'arriver ici en Europe. Mais restructurer l'État syrien, mais avec qui restructurer l'État syrien? C'est ça la question. Comment on va restructurer l'État syrien? Avec Assad? Impossible. On ne peut pas restructurer avec Assad. Assad doit quitter. Il ne pourrait plus rester. Même si, il y a quelques années, il pouvait faire ou négocier quelque chose avec des opposants pour avoir peut-être pas un certain pouvoir, mais garder quelque chose en Syrie, maintenant c'est impossible de le faire avec lui. C'est impossible. On ne peut pas. Et personne, aucun pays va prendre ce risque de normaliser avec Assad. Alors oui, restructurer, reconstruire la Syrie, bien sûr, ça peut stopper après. Il y a beaucoup de Syriens qui n'ont pas envie de quitter la Syrie ou de partir. Justement, vous croyez que les migrants qui sont arrivés en provenance de Syrie, c'est des gens qui ont fui la guerre de bonne foi ou c'est une immigration finalement plus économique, des gens qui attendaient de partir, de tenter leur chance en Europe? Les deux. Et qui ont profité de l'ouverture des portes? Les deux. Les deux. Aussi les deux. Il y a certains qui sont arrivés parce qu'ils ont fui la guerre en Syrie, d'autres qui ont profité de cette ouverture pour arriver en Europe. Alors il y a les deux. Mais par contre, si vous, par exemple, vous me posez une autre question, si vous me dites, est-ce que vous croyez que ces Syriens vont revenir en Syrie après quelques années de résidence? Je ne crois pas. Ces Syriens ne reviendront. Il y a certains qui reviendront, bien sûr, mais vraiment, très peu. Pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir que ces gens, ils sont installés. Il y a beaucoup qui sont installés dans plusieurs pays. Ils ont fondé une famille, encore une autre famille. Ils ont des enfants qui sont en train qui partent aux écoles de ces pays. Alors, non, je ne crois pas que cette génération ou la nouvelle génération va quitter n'importe quel pays pour revenir en Syrie. Mais par contre, il y aura certains peut-être, mais ça, il faut de temps d'abord. Comme j'ai dit, il faut restructurer. Déjà, on ne peut pas restructurer avec Bachar al-Assad. Il faut avoir une solution politique pour la Syrie. Quand je parle d'une solution politique, et je crois, à vrai dire, je ne crois pas à... J'ai jamais cru aussi qu'on arrivait à renverser tout le régime. Ça, c'est impossible. Bon, Bachar, c'est autre chose. Ma position ou ma réaction, je ne pourrais plus accepter cette personne
parce que c'est un malade pour moi. C'est un psychosé, malade qui n'est pas conscient de tout. Mais par contre, de dire qu'on va virer tous les membres de régime, ça aussi, je ne crois pas. Il faut avoir, je crois toujours, à un certain mariage, pas de longue durée, pas un mariage catholique, mais un certain mariage avec les militaires, malheureusement, pour quelque temps. Hmm. Vous êtes, je l'ai dit, franco-syrienne. Le conflit israélo-palestinien provoque une montée de tensions communautaires en France. Certains parlent même d'un risque de guerre civile. Vous qui connaissez la France et le Moyen-Orient complexe, compliqué, est-ce que vous croyez à la possibilité, comme la Syrie l'a connue, ou d'autres pays dans le Moyen-Orient l'ont connue, d'une guerre civile en France? Non, je ne crois pas. Franchement, non, ça c'est une exagération. Non, il y aura peut-être des émeutes, oui, je ne dirais pas. Mais croire à une guerre civile en France, non, entre communautés et surtout entre les deux communautés. On parle maintenant de la communauté juive et communauté musulmane, surtout ça, avec ce qui se passe à Gaza. Mais je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ils n'ont pas le... La Syrie, il y a eu une guerre civile parce que c'est lié à plusieurs choses qui sont accumulées. C'était une accumulation. Ce n'était pas une guerre civile entre les minorités et la majorité. Ce n'était pas une guerre civile entre les Kurdes et les Arabes, avec les Alaouites et les Sunnites. Non, même si, bien sûr, les Alaouites ont combattu, en fait, ils ont participé à cette guerre contre les rebelles syriens, mais c'est pas parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix, mais ce n'était pas la raison religieuse qui était au départ. Alors non, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer les deux pays ensemble. C'est incomparable, les deux. Vous parliez d'un changement de régime en Syrie. Qui détient la clé de la solution politique en Syrie? Les Russes? Malheureusement, il y a les Iraniens aussi, il ne faut pas oublier. C'est ça aussi. Le problème est là. Il n'y a pas que les Russes. Si c'était que les Russes, ça allait être plus facile, croyez-moi. Mais il y a les Iraniens. Les Iraniens qui ne veulent pas changer Bachar el-Assad. Alors après, est-ce qu'il y aura... Mais on peut être surpris après. Peut-être qu'il y aura un coup d'État. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer en Syrie. Peut-être il sera battu par quelqu'un ou il sera tué par un de ses proches. On ne peut pas imaginer comment... on ne peut pas imaginer le déroulement des événements. Tout est possible. Mais si vous me dites aujourd'hui, vous me posez la question et vous me dites, vous croyez que la Russie peut imposer quoi que ce soit ou peut imposer le départ de Bachar el-Assad? Non. Bon, ce qui est certain que la Russie maintenant n'envisage pas le changement de Bachar el-Assad, même s'il y avait certains, croyez-moi, en 2017, qui ont envisagé le départ de Bachar el-Assad, qui ont envisagé une solution politique en Syrie, et ils avaient des noms. Des noms de certains opposants qui pouvaient partir et qui pourraient en fait jouer un rôle politique en Syrie. Maintenant, non. Et surtout avec ce qui se passe avec l'Ukraine, tout ça, je ne crois pas qu'aujourd'hui c'est une priorité la Syrie pour les Russes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce ne sont pas les Iraniens qui vont changer Bachar el-Assad. C'est loin de là. Les années ont passé depuis le début de la guerre civile syrienne. On a vu les villes détruites, les bombardements, les djihadistes, les islamistes radicaux entrés dans Raqqa, s'en prendre aux civils, etc. Est-ce qu'avec le recul des années passées, je dirais, le jeu en valait-il la chandelle, et est-ce que vous referiez les choses de la même manière, ou qu'est-ce que vous changeriez dans votre combat d'opposante? Beaucoup de choses. Mais vous savez, quand on a commencé, c'était en 2011.
Comme vous l'avez dit, on était naïfs, très naïfs. On était d'ailleurs, on a commencé comme activistes. Et vous savez, il y a une différence entre activistes et politiques. Deux choses différentes. Avec un activiste, on ne peut pas parler. Avec un activiste, on ne peut pas négocier. Avec un politique, oui. Après, beaucoup parmi nous qui sont devenus politiques. Et je crois que on est conscient quelque part, on se rend compte de nos erreurs avant. Qu'est-ce que moi, personnellement, je pouvais changer? Peut-être je serais plus souple pour parler avec d'autres opposants syriens. Je serais plus ferme avec mes négociations avec la Russie, avec les Russes. Ça, c'est deux choses que je changerai, bien sûr. Je ne referai pas. Et à choisir entre le soutien à l'État syrien, Bachar el-Assad, Ou l'État islamique. l'État islamique, est-ce que vous pouvez choisir? Ni l'un ni l'autre, c'est nous. Je choisis les laïcs. Je choisis moi personnellement. C'est ça. Il faut aussi, quand on envisage quelque chose, un avenir, ou quand on rêve d'un avenir pour notre pays, ça veut dire qu'on est engagé. Engagé pour changer les choses. Et l'engagement veut dire que c'est de se voir soi-même à la tête de cet État. Vous qui observez, bien sûr, l'actualité du Moyen-Orient, l'actualité syrienne, l'actualité européenne, française, est-ce que ces mouvements radicaux musulmans, vous les voyez progresser, vous les voyez extrêmement actifs, agressifs? Vous savez, j'ai trop changé pendant tout ce temps. J'étais moins souple envers, ou plutôt je ne voulais pas trop comprendre pourquoi les jeunes, pourquoi des personnes qui s'islamisent et radicalement. Maintenant, je peux comprendre plus. Oui, il y a chez eux, il y a un sentiment d'une injustice. Après, comment faire avec ce sentiment? Bien sûr, les pays occidentaux ne sont pas responsables de ce sentiment de l'injustice. Mais ils sont responsables, par contre, ils sont responsables à éduquer, et plus éduquer. C'est-à-dire, c'est s'investir dans l'éducation. C'est ça ce que je crois. Je crois aussi que mettre, et ça c'était une erreur des Allemands, quand ils ont reçu beaucoup de Syriens, de réfugiés syriens, ils ont créé une communauté dans chaque village, dans chaque ville, un nombre qui sont tous ensemble. Ça, c'est une erreur, à ne pas le faire. Il ne faut jamais coller un groupe de personnes ensemble. Si on veut vraiment, on parle de l'intégration, il faut séparer ce groupe. L'intégration ne pourrait pas être faite s'ils sont toujours ensemble, parce que rien qui va changer. Ils vont garder la même mentalité. C'est tout simplement, ils ont changé l'endroit. Ils étaient dans certains pays, après, ils sont arrivés ensemble dans d'autres pays, mais ils sont toujours les mêmes personnes. Les mêmes habitudes, les mêmes traditions. Alors non, c'est pour cette raison, pour intégrer quelqu'un, le faire intégrer, il faut le séparer de sa communauté. Et c'est ça ce que je crois. Je crois que les États, les pays européens doivent prendre en considération cet effet, en fait. Ils doivent séparer les groupes.
Alors, je l'ai dit, vous êtes une des figures de l'opposition syrienne en exil. Quelles sont les perspectives pour l'opposition syrienne? Quelles sont les perspectives pour la Syrie tout court? Malheureusement, on n'a pas grand-chose à, à utiliser ou instrumentaliser, surtout bien sûr avec l'échec de l'ONU aussi. Vous savez très bien avec Pedersen qui ne bouge pas, qui reste toujours en Norvège, il n'essaye même pas de pousser le régime à reprendre la solution politique. Et de toute façon, il n'essaye même pas de changer le format. Le format, il a pris le format de la réforme de la Constitution. Ce qu'on a travaillé, nous, la plateforme d'Astana, on a travaillé sur ça en 2017. Après, ça a été pris par les Nations Unies, mais en mettant, comme j'ai dit, chaque pays, c'était aussi l'erreur, chaque pays a mis ses opposants. Le régime aussi a réussi à barrer quelques noms de ce comité constitutionnel. Et tout est bloqué. On est à peu près, tout est bloqué. Il ne faut pas vraiment croire à une vraie solution ou à une vraie négociation avec le régime. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? En tant qu'opposante, à vrai dire, j'ai bien réfléchi. Je crois qu'on peut utiliser le Captagon. C'est pas pour faire le trafic. C'est-à-dire C'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est empêcher toute normalisation avec la Syrie. Pas de reconstruction en Syrie. Pour ça, et à vrai dire, c'était un piège, ils se sont piégés eux-mêmes, les membres du régime syrien, parce que le Captagon, c'est ça, en fait, c'est le trafic de Captagon qui empêche tout ça. Mais je crois, notre rôle à parler, à mettre le point sur ce problème de drogue, le trafic de drogue, pour renforcer les sanctions sur la Syrie. Malheureusement, on n'a que ça. On n'a que le renforcement des sanctions, non-normalisation avec le régime. Et les deux, c'est si il n'y aura pas, c'est à cause ou grâce, n'importe, au Captagon, au trafic de Captagon. Alors oui, je crois que nous avons cette arme et nous pourrons retravailler avec quelques pays occidentaux pour parler de risque de Captagon, l'arrivée de Captagon en Europe, et parce que de toute façon chaque État suit ses propres intérêts, alors ce sera de l'intérêt des pays européens de renforcer les sanctions, de faire même comme les États-Unis ont fait Captagon Act. On peut faire aussi peut-être un acte européen de l'Union européenne contre le régime syrien. Alors je crois, oui, maintenant on n'a que cette arme afin de trouver ou de créer une nouvelle initiative pour la Syrie. Et je le dis encore, il ne faut pas que des pays occidentaux, mais il ne faut aussi, on veut ou on ne veut pas, la Russie est en Syrie, il ne faut aussi la Russie pour reprendre cette solution politique. Randa Kassis, merci pour cet entretien. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la situation en Syrie, je vous conseille l'excellent livre de Randa Kassis et d'Alexandre Delval, Comprendre le chaos syrien, aux éditions de l'Artilleur. Chers amis d'Omerta, cet entretien touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à l'application mobile et procurez-vous le magazine Omerta dans tous les kiosques. Merci, à bientôt.